avoir cherché un produit pour soi et pas l'avoir trouvé et faire un mapping concurrentiel, c'est deux choses différentes. Hein. Tout ça, c'est aussi les alternatives concurrentes. Et vos clients et vos clientes, quand ils vont comparer votre produit avec le reste du marché, en fait, ils vont avoir ce raisonnement-là. C'est vraiment le travail c'est le résultat d'un travail de branding sur la marque, très abouti, qui ressort sur le produit, en fait, finalement. Et donc ça, c'est et qui différencie le produit immédiatement. Complètement. Se différencier, c'est pas simple. C'est le nerf de la guerre. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exploration Branding. Je suis Sophie Bregaillère. Et je suis Raphaël Fontana. Nous sommes les fondatrices de l'agence Deuxième Voix. Et aujourd'hui, on va répondre à une question. Est-ce que votre produit est vraiment différent ou est-ce que vous vous racontez une histoire ? Plus exactement, on va vous aider à répondre à cette question. Et pour vous aider, on a préparé 5 questions à vous poser qui doivent vous permettre à la fin de savoir si vous êtes un peu complaisant et vous mentez à vous-même ou si vraiment, effectivement, vous avez une différenciation. Exactement. Et alors, on a décidé de faire cet épisode parce que vraiment, nous, on pense que quand même, on est moins différencié que ce qu'on pense en général. C'est vrai. Parce que on passe beaucoup de notre temps, peut-être pour la petite info, on passe beaucoup de notre temps à faire des benchmarks produits. Dans un peu tous les secteurs, cosmétiques, alimentaires, tout ce qui est boissons, voilà, tout ça. Déco, appli. Oui, on a aussi pas mal d'applis, effectivement. Donc on voit passer beaucoup de marques et on a fini par se dire, souvent, ce qu'on voit mis en avant comme élément différenciant, c'est pas si différenciant que ça. Et on se dit, voilà, super épisode pour vous aider à aller plus loin. On va commencer direct, rentrer dans le vif du sujet avec notre première question. Oui. C'est parti. Alors, déjà, première question à vous poser. Est-ce que vous avez fait un mapping concurrentiel ? Et alors, pourquoi on commence par cette question ? Parce que, justement, se différencier, c'est pas dans l'absolu. On se différencie par rapport à d'autres. Forcément. Et une des raisons pour lesquelles, souvent, on n'est pas différencié, c'est parce qu'en fait, on est, et c'est bien normal, quand on invente un produit très centré sur soi, sur son produit, sur ses caractéristiques, et on oublie l'étape de regarder ce qui se fait autour, qui doit pas être forcément une étape pour dire « Ah bah du coup, tant pis, je lance pas mon produit. » On n'est pas en train de dire que la différenciation, c'est soit votre produit est différent, soit il l'est pas. C'est une stratégie, ça se travaille. Mais c'est quand même une étape où on est un peu centré sur soi et il faut regarder ce qui se fait autour. Tout à fait. Surtout que nous, on travaille beaucoup avec des fondateurs et des fondatrices qui ont souvent l'histoire de se dire « Bah moi, à un moment, j'avais un besoin et donc... » J'ai pas trouvé tel produit sur le marché et je l'ai créé pour répondre à mon propre besoin, ce qui est des super histoires de création de marque, c'est hyper intéressant. Mais en fait, après, parfois, le travers, c'est un peu de s'arrêter là et d'oublier de travailler un peu plus la différenciation. Et comme tu l'as dit, l'idée, c'est pas de se dire « Ah bah non, ça existe déjà, tant pis, je le fais pas », mais plus de creuser plus loin quels sont les arguments qu'on va donner aux gens pour donner envie d'acheter la marque. C'est quand même ça le but. Et puis, avoir cherché un produit pour soi et pas l'avoir trouvé et faire un mapping concurrentiel, c'est deux choses différentes. Hein. Parce que quand on cherche un produit pour soi, on a regardé dans son supermarché, on a regardé peut-être un peu vite fait sur Instagram, sur Amazon, ou on n'a jamais vu passer de pub sur Instagram, mais on est en train de chercher quelque chose de très spécifique pour son besoin particulier, et là, on n'a rien trouvé qui nous convenait. Ok, super. Et on se dit, non mais c'est bon, j'ai pas de concurrent. Et en fait, non, parce que faire un mapping concurrentiel, ça veut dire identifier ses concurrents directs, indirects et les alternatives concurrentes. Et ça fait du monde, du coup. Par rapport à un besoin qui n'est pas juste son besoin particulier, mais au job to be done de son client. De ses futurs clients. Donc le job to be done, c'est quoi ? C'est, si je le traduis, c'est le travail que fait l'objet, c'est-à-dire quand j'achète quelque chose, admettons j'achète un verre, au-delà d'acheter l'objet, quel est le job que cet objet va remplir dans ma vie. Pour prendre un exemple plus cosmétique, donc admettons qu'on soit toutes les deux les créatrices d'une marque avec un ingrédient qui est le kiwi de Bretagne, par exemple. Alors, je pense on se dit qu'on est très différentes parce que personne d'autre ne fait de cosmétiques à base de kiwi de Bretagne. Complètement. Et ça, on a vérifié, on est sûr. Mais en fait, ça suffit pas pour faire le mapping concurrentiel parce que, en soi, quel est le job to be done d'un produit à base de kiwi de Bretagne ? Et ça, il faut vraiment... Donc, quel est d'un produit cosmétique. D'un produit cosmétique, plus spécifiquement. Pas d'un yaourt.
Pas d'un yaourt. Oui, c'est un autre Joe to be done, un Complètement. yaourt à base Oui, de oui, kiwi de oui. Bretagne. Oui, pardon, j'avais dit que l'ingrédient. Pourquoi tu parles de yaourt? Oui, tout à fait, d'un produit cosmétique. Et donc, on va aller chercher, pour mettre dans notre mapping concurrentiel, donc identifier tous les types de concurrents qu'on a, par rapport à ce job to be done. Ce qui va nous faire sortir en concurrent direct, en réalité, tous les autres produits cosmétiques. Toutes les crèmes cosmétiques. Si le job to be done de mon produit, c'est d'avoir une belle peau. Parce que le kiwi a de la vitamine C et que du coup ça permet d'avoir une belle peau. Potentiellement, tous les produits cosmétiques, malgré tout, toutes les crèmes, tous les sérums vont avoir donc ça, c'est les comme objectif concurrent direct. Donc déjà tous les produits cosmétiques. Mais par-dessus ça, il faut aussi rajouter tous les concurrents indirects. Oui. Et là-dedans, on va retrouver... tous les produits qui permettent qui sont aussi des crèmes et des produits cosmétiques, mais qu'on va retrouver soit sur un mode de distribution différent, ou avec des caractéristiques un peu différentes. Typiquement, là, on peut imaginer que nous, notre cosmétique à base de kiwi de Bretagne, c'est bio. Tous les produits conventionnels qu'on retrouve en supermarché, ça reste de la cosmétique, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait la même clientèle quand même. Donc c'est un concurrent, mais indirect. Oui. Ou comme tu disais, un canal de distribution différent. Si par exemple nous, on ne vend que sur notre site en ligne à nous, potentiellement tout ce qu'on va trouver, comme tu l'as dit, en magasin ou sur Amazon, il y a des gens qui n'achètent que sur Amazon et nous on vend que sur notre site en direct, etc. Donc tout ça c'est des concurrents indirects, mais il faut pas s'arrêter là quand on fait le mapping concurrentiel. On rajoute aussi les alternatives concurrentes. Oui, parce que pour avoir une belle peau, on n'est pas obligé d'acheter des cosmétiques. Complètement. On peut acheter un masque LED. On peut aller chez le dermato faire du laser. On peut aller chez son esthéticienne faire des soins facialistes. On peut acheter du maquillage pour mettre du fond de teint qui va pas faire forcément la belle peau, mais qui aura le résultat pareil. Dans la journée, on aura une belle peau. Et tout ça, c'est aussi les alternatives concurrentes. Et vos clients et vos clientes, quand ils vont comparer votre produit avec le reste du marché, en fait, ils vont avoir ce raisonnement-là. Ils vont se dire... moi je veux une belle peau, qu'est-ce que je peux faire? Et donc il faut prendre dans l'argumentaire l'ensemble de ces concurrents-là, mais pour le faire, il faut d'abord les avoir identifiés et les mettre sur le mapping concurrentiel. Et donc ça, c'est déjà notre première question. Donc nous, déjà, est-ce que vous avez fait tout ce travail-là? Et c'est déjà, on est sceptique. On pense qu'il n'y en a pas beaucoup parmi vous qui vont répondre oui à cette question. C'est clair, ouais. Et sinon, si vous avez répondu non, déjà, c'est sûr, vous n'êtes pas différencié. Commencez par ça. Oui. Exactement. Et vous commencez par ça. Deuxième question. Encore. Vas-y. Ok. Deuxième question. Est-ce que vous avez choisi vos axes de différenciation? Donc là, une fois qu'on a dit, on a nos concurrents, etc., sur quels axes on se différencie? Parce qu'ensuite, des critères de différenciation, il peut y en avoir des dizaines et des dizaines. Donc est-ce que vous avez choisi des axes de différenciation? Et si oui, combien vous en avez? Est-ce que, parce que si vous avez qu'un seul axe de différenciation, par exemple, si nous, on pense que notre seul critère de différenciation, c'est le fait que le produit cosmétique qu'on vend contient du kiwi de Bretagne, il y a quand même des chances que ce soit... et ça va pas, forcément, ça va pas suffire. Oui. Pour d'autres raisons qu'on va voir dans la suite, mais en plus, il y en a qu'un. Donc vraiment, ça fait pas beaucoup de critères de différenciation. Donc choisir des critères de différenciation, c'est savoir... sur quels critères on est différent. On ne peut pas être différent sur tout. Oui. On fait de la cosmétique, on fait une crème. Voilà. Ou alors il faudrait faire une innovation technologique jamais inventée. Mais là, l'idée, c'est quand même de choisir, ok, on va être différent, mais on va être différent sur quoi? Est-ce qu'on est différent sur la texture? Est-ce qu'on est différent sur les ingrédients, comme on disait? Là, ça serait ça. On a du kiwi de Bretagne. Mais est-ce qu'on est différent sur le packaging, sur la méthode d'application? Il y a plein de manières d'être différent. Ça peut être autre chose. Est-ce qu'on est différent sur le style du produit? Il faut choisir des axes de différenciation. En avoir idéalement plusieurs, pas trop non plus, peut-être quelque chose entre 3 et 5, parce qu'il y a aussi ce côté, même en fait tu disais on ne peut pas être différent sur tout, même si on a beaucoup de critères de différenciation, c'est pareil, il faut quand même choisir ce qu'on va dire aux clients. En fait, on ne va pas lister des listes à la Prévert de différenciation, donc vraiment ça n'a pas d'intérêt. Donc c'était notre deuxième question. Est-ce que vous avez choisi vos axes de différenciation, et si oui, combien vous en avez? Troisième question. Sur quoi sont basés ces axes de différenciation? Et je vais préciser, souvent, quand là, nous, on dit le kiwi de Bretagne, la différenciation, là, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la caractéristique du produit.
Mais en fait, nos amis commerciaux nous apprennent que quand on parle, parce que ça c'est vraiment une technique de vente, d'argumentaire commercial, quand on parle à un prospect à qui on essaie de vendre un produit, on peut lui parler de 3 choses. On peut lui parler, c'est ce qui s'appelle le back, pour ceux qui connaissent. On peut lui parler du bénéfice du produit. Qu'est-ce que ce produit va apporter comme bénéfice à notre client. On revient au job to be done un peu quand on fait cet exercice-là. On peut lui parler de l'avantage, et donc là on est vraiment dans la différenciation. Parce que c'est l'avantage par rapport au concurrent. C'est ça. Et on peut lui parler, c'est des caractéristiques du produit. Et là en général on est très factuel, mon produit il comprend du kiwi de Bretagne. Le kiwi de Bretagne c'est une caractéristique parce que c'est pas un bénéfice. Si tu m'expliques pas pourquoi je veux spécialement du kiwi de Bretagne dans mon produit cosmétique, moi j'ai pas d'avis. Ça a l'air rigolo, mais vraiment, à part ça... Moi, si tu me dis, il faut absolument acheter ma crème, il y a du kiwi de Bretagne dedans, je suis là, mais alors vraiment, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Et donc, qu'est-ce que j'en ai à faire qu'il y ait du kiwi de Bretagne dans la crème? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Là, en fait, si j'essaye de te la vendre, il faudrait que je te donne un bénéfice. Donc vraiment, qu'est-ce que tu vas retirer? Peut-être que le kiwi, comme je disais un peu plus tôt, c'est plein de vitamine C. Et donc, en mettant la crème, tu vas avoir un teint frais, éclairci. Ça, c'est un bénéfice. Un teint frais éclairci, oui. Là, moi, je vois le bénéfice que j'ai à avoir un teint frais éclairci. Versus à avoir du kiwi de Bretagne dans ma crème. Complètement. Mais en fait, c'est dommage de s'arrêter là parce que finalement, des manières d'avoir un teint frais éclairci, en fait, il y en a d'autres. Je pourrais aussi juste mettre un bête sérum à la vitamine C tous les matins, sans kiwi de Bretagne. Okay, pourquoi? Et donc, c'est là où notre A du bac, l'avantage, entre en jeu. Ça va vraiment être d'aller réfléchir par rapport... Et donc, voilà, vous voyez l'intérêt d'avoir fait le travail de la première question sur le mapping concurrentiel par rapport à mes concurrents. Quel est l'avantage de cette solution-là qui va certes m'amener de la vitamine C, mais par rapport aux autres, qu'est-ce qui fait que c'est mieux? Alors peut-être que le kiwi de Bretagne, c'est super parce que c'est très économe en eau, et donc si je suis écolo, c'est un super moyen d'avoir un teint lumineux en n'exploitant pas la planète pour des biens de consommation comme la cosmétique. Complètement. Peut-être que le kiwi de Bretagne, c'est hyper bien toléré par la peau, et que la vitamine C, souvent ça irrite, mais le kiwi de Bretagne, c'est la seule vitamine C qui est bien tolérée par la peau, dis donc. Complètement. Incroyable. Et là, c'est d'une certaine manière, c'est aussi un bénéfice, c'est-à-dire le produit non irritant, mais en fait, c'est un bénéfice par rapport aux autres solutions du marché, donc en vrai, c'est un avantage selon notre bac, puisque c'est vraiment par rapport aux solutions concurrentes que fait mon produit, que les autres produits ne font pas. Et c'est vraiment intéressant d'aller creuser la réflexion. Alors on ne vous dit pas du tout de ne pas parler caractéristiques techniques, parce que malgré tout la caractéristique technique va permettre d'appuyer le bénéfice et l'avantage. C'est-à-dire que si juste je vous dis ma crème à la vitamine C qui irrite pas, peut-être que je vais me dire, c'est-à-dire moi je sais que la vitamine C ça irrite, pourquoi ta crème elle irrite pas? D'ailleurs, parce que j'ai la caractéristique technique. C'est bien pour ça que c'est le bac et pas le bas. La caractéristique est importante, mais il faut les trois. Souvent, on a un biais quand on crée un produit, c'est qu'on a passé du temps à développer le produit, et quand on développe le produit, on le fait sur la base des caractéristiques du produit. Et on perd un peu de vue le point de vue du client, parce que comme on est expert de son produit, on se met à parler de ses caractéristiques. Et donc une astuce pour éviter de faire ça et ne pas oublier le B et le A du bac, c'est aller pitcher en vrai à des gens qui vont vous répondre, pas sur les réseaux sociaux où vous n'avez pas de réponse, auprès de gens qui sont dans votre cible. Ce que vous pensez être un bénéfice et ce que vous pensez être un avantage, et pas juste les caractéristiques. Faites vraiment les trois et voyez si les gens perçoivent, comprennent déjà quand vous parlez. Ça c'est déjà pas facile. On le dit, ça peut paraître idiot, mais c'est pas facile. Non, c'est vrai. Comprennent le bénéfice pour eux, et comprennent en quoi c'est différent, et il y a un avantage en plus du bénéfice par rapport à vos concurrents. Et si c'est pas le cas, si les gens de votre cible ne comprennent pas, ça veut dire qu'il faut retravailler la copie. On est vraiment dans le bac, ça veut dire on l'a pas passé. Et après ça veut
repêche. Voilà, hein, c'est aussi un travail d'itération, c'est d'aller retravailler les argumentaires. Ok, qu'est-ce que t'as pas bien compris? Pourquoi? Ah, ce truc-là, moi, je pensais que c'était un avantage, mais en fait, non. Ok, je vais chercher comment je vais pouvoir. Donc, c'est vraiment un travail qu'on peut affiner. Hein. On vous dit pas de jeter le produit à la poubelle, mais c'est un travail de toute une vie qui s'affine. Mais vous n'aurez jamais autant l'idée de la réalité de la perception. C'était compliqué comme phrase, mais qu'en allant demander à votre cible. En gros, vous aurez jamais autant parler au client. Parler au client, exactement. Au client ou à vos potentiels clients. Si vous n'avez pas encore de clients, des gens qui sont susceptibles, des gens qui connaissent votre secteur. Par exemple, si vous avez un produit cosmétique, allez à parler à des gens de votre entourage qui adorent la cosmétique et qui vont savoir vous dire si oui ou non le kiwi de Bretagne, ça a l'air cool dans une crème ou pas. Ouais. Ce qui nous amène à notre 4e question. Oui. Est-ce que vous avez basé votre différenciation uniquement sur vos produits, votre produit ou vos produits, ou également sur votre marque? Parce que, alors pour ça, on a déjà un épisode qu'on a fait la semaine dernière sur les copieurs. Donc vous pouvez aller le regarder, mais qui parle justement de ce sujet. Oui. Différence entre être copié sur un produit et donc être différent sur un produit, ou être copié sur une marque et être différent sur une marque. Complètement. Et aussi l'intérêt d'avoir une marque au-delà du produit, justement, quand même pour éviter les copieurs. Parce que donc vous pouvez vraiment, et il faut travailler la différenciation par rapport au niveau du produit en lui-même, mais il faut aussi travailler la différenciation au niveau de la marque, donc de l'univers autour de vos produits, de l'ADN de marque, si je le dis différemment. Donc le bac ne suffit pas. Le bac ne suffit pas, il faut aussi créer enfin c'est la base, mais ensuite où il faut aller au-delà, il faut créer un univers de marque pour avoir vraiment quelque chose qui va faire vivre des émotions à vos clients, qui vont donner envie d'acheter, mais aussi de revenir, de recommander, etc. Et créer un attachement, créer de l'émotion et de la mémorisation. Et on a un bon exemple pour parler de ce sujet-là, qui est un exemple que tu as trouvé d'ailleurs. Oui, sur un sujet en plus où vraiment il y a peu de caractéristiques produits, justement, donc où vraiment l'ADN de marque est hyper important, c'est les eaux minérales. Parce que bon, on peut se dire, j'ai vu passer il y a pas longtemps un post sur Instagram de arrêter les spécialistes de je reconnais les goûts des eaux, c'est faux, vous ne les reconnaissez pas. C'était Marine Leonardi qui faisait ça sur Instagram. Bon, moi je trouve que ça se sent le goût de l'eau, mais c'est pas le sujet. Marine Leonardi te prend, je n'est pas d'accord avec toi. Elle trouve que tu te la pètes. Parce qu'elle n'a pas d'odorat sans doute, mais... Donc, il n'y a rien finalement qui ressemble plus à une eau minérale qu'une autre eau minérale. Ça reste de l'eau, après je suis d'accord, tout à fait. Ça reste de l'eau. Ouais. Les caractéristiques produits que vous pouvez mettre en avant pour vous différencier, et même le bénéfice ou l'avantage concurrentiel que vous pouvez mettre en avant pour vous différencier sur de l'eau, c'est quand même compliqué. Un peu la provenance, un peu celle-ci, elle a plus de minéraux, mais bon, ça reste... Mais bon, les gens n'y connaissent rien en plus. Si on te dit, nous, la nôtre, elle a plus de magnésium et nous, la nôtre, elle a plus de sodium... Vraiment, t'es là, c'est un avantage qui est quand même pas très avantageux. Enfin, oui, c'est pas... Moi, je suis un peu là, vas-y, Volvic, où elle vient. Je sais pas si on a le droit de citer des marques. on le fait, on le fait. Mais donc là, se différencier sur le produit, c'est pas... peut-être, ça va être difficile de fonctionner avec juste une différenciation sur le produit. Et par contre, on a un exemple, je sais pas si... Moi, je fais mes courses en un supermarché, donc j'aime bien traîner dans les rayons, parce que, justement, je trouve que moi, j'adore, parce que je découvre des produits, je vois comment les marques communiquent, leur stratégie marketing, ça se voit beaucoup sur le packaging produit. Et donc, au rayon eau minérale, vous avez peut-être vu passer la marque Voss, VO2S, qui a un argument de différenciation sur le produit qui dit c'est de l'eau qui vient de Norvège. Ça, c'est vraiment une caractéristique. Moi, en termes d'avantages et de bénéfices, je suis un peu là, qu'est-ce que ça peut bien me faire que l'eau vienne de Norvège? Vraiment pas grand-chose. C'est sûr. Voire même, je pourrais me dire, est-ce que c'est vraiment très écolo quand en France, on a autant de... Nous, on a beaucoup d'eau minérale quand même de qualité en France, donc c'est vrai que le côté eau de Norvège... Alors tu dis, c'est peut-être de l'eau... Et en plus, ils te disent même pas... C'est de l'eau de glacier plus pure, c'est de l'eau de Norvège, donc je sais pas d'où elle vient. Bon, ça c'est vraiment une caractéristique technique. Et donc effectivement c'est différenciant, je pense que dans le rayon c'est la seule eau norvégienne. Oui, en tout cas affichée, effectivement. Moi j'ai pas dit. Vous nous direz s'il y en a une deuxième, mais ça serait très improbable. Et par contre, alors pourquoi tout de suite cette marque m'a sauté aux yeux, c'est que eux, leur différenciation elle est vraiment sur leur ADN de marque, parce qu'ils ont une bouteille en verre qui a vraiment une forme assez particulière, qui est vraiment juste un cylindre.
Oui. Il n'y a pas de forme Elle a un particulièrement côté de très bouteille. moderne, épuré, qui a Le pas un... bouchon est fait la même taille que le reste de la Ouais. bouteille. Ce qui est rare, ouais, sûr. Et donc, en fait, c'est très différenciant parce que je me dis, si moi, en tant que consommatrice, l'esthétique est important, je fais un repas à la maison où je suis un restaurant un peu haut de gamme. Et donc j'ai une déco minimaliste et donc moi vraiment mettre une bouteille d'Evian en plastique mais même en verre sur ma table, ça ruine ma table. Quand je vois cette bouteille Voss, potentiellement, je me dis c'est ça que je veux servir. Vraiment, c'est exactement l'image que je veux renvoyer. J'ai un bénéfice client qui est quand les gens vont venir à mon repas que j'ai organisé et vont s'asseoir à la table, ils vont se dire waouh, vraiment cette meuf, elle a été trouver une marque qui a une belle bouteille. La déco de la table est parfaite jusque dans la bouteille d'eau. Tout de suite, et en même temps on voit qu'elle a pas juste mis une belle carafe où elle nous sert de l'eau du robinet, qui est une manière de nous servir de l'eau du robinet et que ça passe, ça reste quand même, c'est de l'eau minérale mais elle est belle. Oui. Là tout de suite je me dis c'est complètement différent et l'eau c'est de l'eau de Norvège qui coûte peut-être 3 fois plus cher et qui vient de l'Europe. C'est le prix pour être stylé en général quand même. Mais c'est tellement différent que je suis prête à passer le pas. Et ça c'est vraiment le résultat parce qu'en plus la bouteille est très épurée, il y a très peu de mots, je pense qu'il y a juste écrit Voss, eau de Norvège. C'est vraiment le travail c'est le résultat d'un travail de branding sur la marque très abouti. Qui ressort sur le produit en fait finalement et donc ça c'est et qui différencie le produit immédiatement. Complètement. Dans un rayon, quand on voit la bouteille Voss, elle a rien à voir avec toutes les autres bouteilles. Donc ça c'est vraiment un 4e point que vous pouvez vraiment regarder une fois que vous avez travaillé sur la différenciation de votre produit. Travaillez aussi la différenciation de la marque qui vous permettra de durer dans le temps quand même aussi et à travers tous vos produits finalement, et sur plusieurs produits plus exactement. Et alors, dernière question, et ensuite, une fois que vous aurez répondu, si vous répondez oui aussi à cette question-là, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous n'êtes pas en train de vous raconter une histoire, vous êtes vraiment différent. Est-ce que votre différenciation, vous la travaillez au quotidien ? Oui. Et vous continuez de la travailler tous les jours, et vous avez l'intention de continuer à la travailler au quotidien tous les jours, dans tous les domaines de votre business, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait au début ? Quand vous avez lancé votre marque, vous vous êtes dit c'est bon, on est différent et c'est plus un sujet. Sous-entendu, la différenciation, c'est quelque chose qui doit être un sujet du quotidien. Complètement. Et c'est pas quelque chose qu'on fait une fois. Oui, tout à fait. Ça veut dire continuer de regarder ce que font les concurrents, pas dans l'objectif de copier évidemment, mais justement dans l'objectif de rester une longueur d'avance, de rester différent, de continuer à travailler, et puis au-delà des concurrents, dans les décisions qui sont prises au quotidien, de continuer à prendre chaque décision dans un objectif de pousser encore plus loin les éléments de différenciation que vous avez identifiés dans la question 2 et la question 3 finalement. Et de toujours travailler plus loin les caractéristiques techniques couplées à leurs bénéfices et à leurs avantages et couplées à votre image de marque. Et de faire ça en continu et de prendre décision sur décision qui vous permettent de rester avec un haut niveau de différenciation sur votre marché. Et alors on pourrait aussi rajouter là-dedans, c'est que se différencier, c'est pas simple. C'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que votre marque va être comprise par votre cible et identifiée par votre cible. Et c'est la première, avant d'être connue, avant d'avoir de la popularité, il faut être identifié. Donc c'est le nerf de la guerre. Et en fait, se différencier, c'est pas simple. Là, on a fait un peu de provoque avec le titre de l'épisode, mais c'est vraiment... ça se fait pas si facilement que ça. Et donc, si vous y avez réfléchi une fois, vous êtes probablement pas allé aussi loin que ce que vous pourriez. Et le meilleur moyen d'être vraiment différencié, c'est de le faire, de continuer d'être dans cette démarche, d'essayer de se différencier. Et une bonne différenciation, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain en ayant réfléchi dessus un mois. C'est un travail de longue haleine et c'est en continuant tous les jours sur ces axes qu'on a choisis. On s'éparpille pas, même parce que c'est ça le risque de faire les choses longtemps, c'est de s'éparpiller. Mais sur les axes qu'on a choisis, de se demander dans chaque décision qu'on prend, est-ce que je peux aller plus loin pour être différent ?
est-ce que quand dans cette décision que je prends, ma différenciation est marquée, est-ce que cette décision que j'ai envie de prendre, je pourrais le faire un peu différemment pour que ça contribue à ma différenciation au quotidien? Et d'ailleurs, pour vous aider à faire le point là-dessus, pour savoir où vous en êtes sur votre marque, si vous êtes suffisamment différencié, mais plus globalement de savoir où vous en êtes de votre marque, on a créé un diagnostic. On vous met le lien en description pour que vous puissiez aller le faire. C'est un diagnostic de marque pour pouvoir... il y a 10 questions, ça prend pas très longtemps. Vous y répondez, ensuite vous avez votre diagnostic et ça vous permet, en plus des 5 questions qu'on vous a présentées dans cet épisode, de faire un super point d'étape sur la marque. Du coup, on vous laisse aller faire le diagnostic. Oui. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.